Nous ouvrons cette semaine avec un regard sur les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Tout d'abord, le guide spirituel Tcherno Amadou Adital est annoncé mort dans un fichier audio attribué à Amadou Koufa. D'amples informations en début de journal. La situation reste préoccupante en Guinée-Conakry. Le gouverneur a interdit les forces vives de manifester ce lundi matin. Le Djoliba AC en Ligue des Champions et les Stades maliens à la Coupe de la CAF. Toutes les deux équipes se sont inclinées face à leurs adversaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Dans un fichier audio attribué à Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, on annonce la mort du guide spirituel Tcherno Amadi Adital, enlevé en fin décembre dernier. On en sait plus avec Soumaïla Fani. Un enregistrement attribué à Amadou Koufa, chef de la branche d'Al-Qaïda du Massina, évoque la mort de Tcherno Amadou Adital, calife général de la Tijania des Nioro du Sahel. La date de l'enregistrement reste indéterminée, mais son contenu suscite une vive émotion, alimentant l'inquiétude et le doute. Même si aucune confirmation officielle n'a été faite, les propos de l'interlocuteur de l'audio renforcent l'hypothèse de la mort du guide spirituel. Selon Koufa, l'auteur présumé du vocal, Tcherno Amadi Adital, a été enlevé par ses hommes le 26 décembre 2024 à quelques kilomètres de Nioro. Il lui est reproché d'avoir collaboré avec les forces armées maliennes. Et c'est au moment du rapt que Tcherno Amadou a été blessé et a succombé à ses blessures, ajoute-t-il. Pour l'heure, les autorités n'ont pas encore commenté cet incident. Par ailleurs, dans un communiqué en date du samedi 4 janvier, l'armée confirme l'arrestation de Mahamad Ould El-Khelil alias Abou Rakia et récemment Abou H, un chef de premier plan de l'EGS près de Bourem. Le communiqué ajoute que ce terroriste longtemps recherché est connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Menanka et Gao, ainsi que les attaques contre les femmes. Les premières enquêtes confirment que Abou H a activement collaboré avec Abou Ousseifa et Osama Madalo, deux chefs terroristes déjà neutralisés. L'opération menée vendredi par les unités engagées dans la région de Gao a également permis la neutralisation de plusieurs de ces combattants et la récupération de divers matériels militaires, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés. Politique donc, recevant ses partisans le vendredi 3 janvier à l'occasion du Nouvel An, l'ancien Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, a exprimé des critiques à l'encontre des autorités militaires en place, dénonçant une gouvernance par la peur et une dérive autoritaire qui, selon lui, compromettent l'avenir démocratique du Mali. Paul Yapinguesson. Lors d'une rencontre ce vendredi 3 janvier 2025 avec ses partisans du mouvement du M5 RFP, Choguel Kokala Maïga est revenu sur sa nomination en tant que Premier ministre en juin 2021. Il a également défendu le bilan de son gouvernement, mentionnant des avancées telles que le nouveau code minier, la rédaction d'une nouvelle constitution et la restauration de la confiance des Maliens. Ces réalisations, selon lui, constituent des acquis majeurs de la transition malgré les défis rencontrés. Son éviction du poste de Premier ministre en novembre 2024, suite à ses critiques publiques envers les autorités militaires au pouvoir, marque une rupture significative dans le paysage politique malien. Partant de là, l'ancien Premier ministre a exprimé de vives inquiétudes quant à la direction prise par la transition actuelle. Il y a quelqu'un qui s'est levé à Sikasso pour dire que lui, il pense qu'il ne faut pas faire ces marches, il faut plutôt réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'on a été l'enlever là-bas? On l'a enlevé, on est venu le mettre en prison ici, pour que personne ne parle. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Même si on met tout le monde en prison, ça ne suffira pas. Il faut gouverner par la vertu. La peur, c'est nécessaire qu'un État, il ait la force. Mais on ne peut pas gouverner. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une marche, est-ce que ça vaut une raison de le mettre en prison? D'autres peuvent se taire, mais ceux qui ne parlent pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Choguel Kokala Maïga a également évoqué son discours mémorial à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021, où il avait accusé la France d'abandon en plein vol dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Malgré la persistance des menaces terroristes, Choguel Maïga s'est montré optimiste quant à l'avenir sécuritaire du Mali.
En offre, 8 personnes, dont des femmes et des enfants portés disparus depuis le 2 janvier 2025, ont été retrouvées calcinées dans leur véhicule près de la localité de Doma au centre du Mali. Les victimes avaient quitté Nyuno dans la région de Ségou pour se rendre au camp des réfugiés de Mbera, situé en Mauritanie. Le drame a été découvert après la diffusion d'un avis de recherche dès le 3 janvier, alertant les autorités et les populations locales sur la disparition du véhicule et de ses passagers par l'honorable Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed, chef de la tribu Kel Ansar. En Guinée-Conakry, les forces vives de la nation projetaient une manifestation ce lundi 6 janvier pour demander le départ des autorités de la transition. Elle a été interdite par la gouverneure de Conakry, Christian, les tensions entre le pouvoir et l'opposition au début d'une année annoncée comme cruciale pour la transition. Le point avec Aminata Keita. L'interdiction de la marche de l'opposition guinéenne intervient dans un contexte politique particulièrement bouillant. D'un côté, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a promis lors de son message de Nouvel An un retour à l'ordre constitutionnel en 2025, annonçant un référendum constitutionnel au premier trimestre et la levée des restrictions sur les activités politiques. De l'autre, les forces vives de Guinée ont déclaré le 31 décembre ne plus reconnaître les autorités de la transition, dénonçant le non-respect des engagements initiaux. Malgré l'interdiction de cette marche, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile réunis au sein du collectif, les forces vives de Guinée ont envahi les rues de Conakry pour exiger le départ des militaires du pouvoir et la mise en place d'une transition civile. Cette sortie a donné lieu à des tensions croissantes avec des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de l'ordre avec un cas de décès déjà enregistré selon les sources locales. L'enjeu est de taille, d'autant plus que les forces vives de Guinée ont choisi le mauvais moment pour la junte militaire au pouvoir, c'est-à-dire avant l'adresse à la nation du chef de la junte. Il est obligé maintenant de tenir compte de cette menace qui plane sur lui parce qu'il ne pourra ni organiser une élection présidentielle avant 2025, ni un référendum comme cela avait été promis. Donc c'est un concours de circonstances qui fera que Mamadi Doumbouya aura du mal à dormir avec cette sortie de cette coalition des anciens adversaires. Dans la journée de ce lundi, l'ancien président Alpha Condé s'est adressé aux Guinéens sur sa page Facebook, affirmant que le combat des forces vives de Guinée est en train de payer, que la peur a changé de camp et que l'armée patriote est à leur côté et non celui des mercenaires. Mais il faut rappeler que depuis un certain moment, depuis presque 2-3 ans maintenant, l'interdiction de manifestation est systématique en Guinée. On l'a vu, la manifestation des forces vives est interdite aujourd'hui. Elle est interdite, mais en plus de ça, c'est que les activités politiques ne sont vraiment pas du tout faciles. Les activités politiques sont entre l'exil, les menaces d'emprisonnement, les procès politiques. Ali Ouba, c'est le dernier cas, et lui, son verdict s'est reconnu ce mardi 7 janvier, et c'est le dernier cas. Les activités, la tension est très dure entre le pouvoir militaire de Conakry et la classe politique. Donc l'annonce du président, les dégels qu'il avait annoncés, pour le moment, ça se fait attendre à Conakry. Le gouverneur de Conakry, général de brigade Mamaya Silla, a ordonné aux forces de sécurité d'assurer la libre circulation, faisant écho aux récents avertissements du président Doumbouya sur la fermeté de l'État face aux perturbations de l'ordre public. Cette escalade des tensions survient alors que Washington a exprimé sa déception face à la lenteur de la transition dans un contexte régional déjà marqué par l'instabilité politique. Après plusieurs décennies dans la catégorie des pays les moins avancés, le Sénégal s'apprête à changer de statut économique. Les Nations Unies ont adopté une résolution accordant au pays une période transitoire de 5 ans pour finaliser cette sortie. Djeneba Samaki. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté fin décembre 2024 une résolution portant sur les retraits du Sénégal de la liste des pays les moins avancés à l'issue d'une période préparatoire de 5 ans qui s'achèvera en décembre 2029. Cela montre quand même qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés sur la base des critères des Nations unies. Cela prouve que des performances ont été quand même réalisées par l'ensemble des acteurs concernés. Et je crois que ça, c'est une motivation supplémentaire pour que nos dirigeants redoublent d'efforts pour permettre à notre pays, en tout cas, de faire partie des pays émergents
Après avoir réalisé une croissance annuelle moyenne de 6% entre 2014 et 2019, l'économie sénégalaise a été durement touchée par les impacts de la COVID-19, de la guerre en Ukraine et des tensions politiques locales, ce qui a engendré des taux de croissance en deçà des attentes en 2023 et 2024, respectivement à 4,1% et 5% selon les prévisions. Le début de l'exploitation des hydrocarbures a donné des perspectives économiques très favorables à moyen terme pour le Sénégal, qui a vu son indice de développement humain passer de 0,371 points en 1990 à 0,517 points en 2022, sur une échelle allant de 0 à 1 point. Alors, ce qu'il faudrait peut-être également prendre en compte, c'est la nécessité d'expliquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais l'importance de ne plus figurer sur cette liste des pays les moins avancés. Cela leur permettra en fait d'avoir une idée des énormes efforts qui ont été réalisés, comme je le disais tout à l'heure, par tous les acteurs pour nous permettre en fait de faire un grand bond en avant. Par un communiqué rendu public, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, APR, s'est félicité des performances affichées par le Sénégal qui lui ont permis aujourd'hui de ne plus figurer dans la liste des pays les moins avancés. Par cette résolution, l'Organisation des Nations Unies vient confirmer avec éclat que grâce à la mise en œuvre efficiente du plan Sénégal émergent, le pays a atteint un niveau de développement économique, humain et social suffisant pour ne plus être classé dans cette catégorie, souligne le communiqué. Au terme du processus en 2029, le Sénégal rejoindra la liste restreinte des pays africains ayant quitté les pays les moins avancés après le Botswana en 1994, le Cap-Vert en 2007 et la Guinée équatoriale en 2017. Sur les 44 pays les moins avancés actuels, 32 se trouvent en Afrique, 8 en Asie, 3 au Pacifique et 1 aux Caraïbes. En sport, les deux représentants maliens se sont inclinés hier dimanche 5 janvier dans leur compétitions respectives. Il s'agit du Djoliba AC en Ligue des Champions et le Stade malien à la Coupe de la CAF. Les détails avec Assetoumani Koulibaly. Hier dimanche 5 janvier aura été pour le Mali un week-end lourd en défaite. Les deux représentants pour les compétitions africaines ont été tenus en échec face à leurs adversaires respectifs. D'abord, en Ligue des Champions, le Djoliba AC n'a pas obtenu son point lors de son déplacement face à Sagrada Esperança d'Angola. Les Rouges de Bamako se sont inclinés 1-0. Même sort pour le Stade malien de Bamako qui n'a pas non plus fait mieux à domicile où il affrontait la Renaissance sportive de Berkane dans le cadre de la Coupe de la Confédération CAF. Ainsi, avec cette défaite, les deux clubs maliens bénéficient désormais d'une faible chance pour la suite des compétitions. D'abord en Ligue des Champions, le Djoliba qui joue à 16h en Angola. On a vu que c'est un match dominé par le Djoliba au niveau de la possession de balle, au niveau des occasions, des tirs cadrés, des corners. Mais malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser. Et sur une erreur d'inattention juste avant la mi-temps, ils ont encaissé. Et c'est ça aussi le haut niveau. Il faut dire que cette équipe du Djoliba est très jeune. C'est une équipe pratiquement reconstituée. Et je pense que l'expérience aussi a fait défaut. Du côté du Stade malien de Bamako aussi, c'est la même chose. Il y a eu un petit moment de flottement qui a profité à l'adversaire. Et là aussi, c'est cette équipe jeune qui a eu des occasions de but, a dominé pratiquement toute la seconde période, mais sans pouvoir concrétiser. En Ligue des Champions CAF, les Rouges de Bamako, logés dans le groupe D, occupent la 4e place avec 2 points. Quant au Stade malien, il occupe la 3e place du groupe B avec 4 points. Pour la prochaine journée, une victoire sera plus que bénéfique pour les ambassadeurs du football malien, surtout pour les Rouges. Effectivement, c'est vrai que le Djoliba a 2 points, mais il y a 6 points à prendre. Donc avec 8 points, le Djoliba peut espérer se qualifier. Le SAD a une grosse chance de se qualifier. Donc il s'agira d'aller faire un résultat et de voir venir. Parce que ce résultat déjà peut leur permettre de se qualifier. Parce que si le SAD gagne, la qualification est garantie. Si le SAD fait un match nul,
Stellenbosch ne pourra plus dépasser le stade. Il n'y a pas 1000 possibilités, le choix est limité parce que ce sont des joueurs qui sont enregistrés, on ne peut pas en rajouter. Donc, il s'agit de travailler avec eux. Le 12 janvier prochain sera décisif pour le Stade malien qui sera en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Stellenbosch Football Club. De son côté, le Djoliba AC jouera à domicile à Bamako contre l'Espérance de Tunis. Et nous refermons cette édition avec le championnat national Ligue 1 Orange où la 6e journée a débuté avec la toute première victoire du Binga FC sur l'ASCO 2-1 samedi 4 janvier 2025. Cette 6e journée prendra fin demain avec au programme l'AS Bakaridjan face à l'AS Police et l'US Bougouba qui sera opposé aux Étoiles du Mandé. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.